Qu'est-ce qu'une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus, s'étonnait le philosophe américain Emerson. Alors la sauge des prés, l'épillère des bois, le millepertuis, la laitue sauvage ou encore la carotte sauvage, connaissons-nous vraiment toutes les vertus de chacune des plantes qui nous entourent, tout simplement? Rien n'est moins sûr. À l'heure où l'on achète des poissons en forme carrée, parfois congelés, et puis des légumes en sachet, et si on mettait carrément des plantes sauvages dans nos assiettes, eh bien, rafraîchissement garanti, je l'espère en tout cas, dans cette émission En quête de sens. J'ai la grande et immense joie de recevoir mes 3 invités, experts en la matière. François Couplin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Ouais, ben moi de même. On a réussi à arriver. C'est Exactement, quand même pas mal à travers la jungle urbaine. Je dois dire qu'on a été un tout petit peu ralenti aussi par notre descente du boulevard Edgar Quinet, qui est un véritable jardin botanique. Vous avez vu ça? Ou un potager sauvage. Qu'est-ce que vous y avez remarqué avant de vous présenter? Alors, une plante que j'adore, moi, c'est une mauvaise herbe, une plante invasive. Justement, c'est pire encore. Plante invasive, c'est pire que mauvaise herbe. Il y a pire que mauvaise herbe. D'accord, vous allez me dire. Donc, c'est une plante invasive terrible, asiatique. Et puis, oui, non, mais voilà. Chaque fois que je la vois, je froisse les feuilles et ça sent l'amande grillée. C'est absolument délicieux. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Son nom, vous le savez ou pas? Elanthus glandulosa, oui. Elanthus glandulus. Oui, je connais quand même 2-3 bricoles. Oui, bah écoutez, vous n'êtes pas là pour enfiler des perles, pour ça. Allez! Plantes sauvages comestibles, tous les secrets d'un cueilleur de plantes, c'est votre dernier petit bébé chez Larousse, on peut le dire. Il y en a un autre, je crois, aussi, qui est sorti. Une sorte de... Le guide de la survie douce, le manuel de la survie douce. Le guide de la survie douce, on l'a appelé. Puisque vous invitez évidemment les auditeurs, les personnes à faire des stages de survie, c'est ça, dans la jungle française. Oui, c'est au milieu des plantes. Ça. Alors, c'est surtout au final, comment je peux dire, voir comment il est possible de trouver dans sa vie une relation beaucoup plus simple au monde, dans lesquelles d'autres êtres vivants que les humains ont une place réelle, concrète, pratique. Ça marche plutôt bien. Ouais. Et puis avec une autre compagnie que ces rectangles qu'on appelle des Startman, ça serait bien aussi. Bon, moi, je pratique beaucoup. Je trouve que c'est utile. C'est pratique aussi, c'est vrai, mais... Non, il n'y a pas de dichotomie pour moi entre la technologie et le primitivisme. Non, moi, mon but, c'est de rassembler les choses. C'est pas de dire ça c'est mal, ça c'est bien. Non, ça, le manichéisme, ça nous a joué d'assez de mauvais tours. Eh bien, vous pouvez rester, puisque moi non plus, nous non plus, ici, dans En quête de sens, on aime bien rassembler plutôt que diviser. Donc tant mieux. Keiko Imamura. Oui. Bonjour Keiko. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes vous-même, vous êtes cuisinière, vous êtes chef d'ailleurs. Vous pratiquez la cuisine traditionnelle japonaise, la cuisine macrobiotique. Qu'est-ce que c'est en 2 mots la cuisine macrobiotique? Alors, c'est basé sur la cuisine japonaise, mais c'est plutôt comme une philosophie. On dit souvent c'est la cuisine macrobiotique, mais en fait, c'est la philosophie entière. C'est pour... équilibrer le yin et yang. Donc, quand on dit la cuisine macrobiotique, c'est la nourriture pour équilibrer, pour être bien en forme le corps. Mais pas seulement. Puisque la nourriture n'est pas que de la nourriture, c'est autre chose de plus grand que ça n'en a l'air. Voilà. on peut dire ça, oui. Voilà, toutes les choses dans le monde. Et donc, vous avez rencontré un beau jour François Couplin. Au milieu des plantes, exact. Racontez-nous en 2 mots pour que les auditeurs comprennent de quoi on y retourne. Alors... techniquement, c'est Keiko avait une amie japonaise qui vit en France et qui était en train de traduire un de mes livres en japonais. D'accord. Et Keiko voulait faire une pause par rapport à son restaurant qu'elle avait à Nagoya, dans le centre du Japon. Et elle a voulu venir voir comment les Français mangeaient des plantes sauvages, parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'au Japon, les gens mangent des plantes sauvages. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie intrinsèque de la façon dont on conçoit le monde au Japon. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, elle a été un petit peu choquée quand elle est arrivée ici de voir que les gens, les plantes sauvages, c'était de la mauvaise herbe. Ils ne connaissaient pas. Donc, elle s'est renseignée auprès de sa copine qui l'a mise dans mes bras, quoi. Dans tous les sens du terme, comme c'est beau. C'est vrai. On s'est rencontrés à la sortie du bois de Boulogne un beau soir. Comme ça, Keiko était entre 2 avions, entre la Corse, l'Alsace et le Japon.
Et puis je l'ai invité à venir s'occuper de la cuisine dans mes stages l'année suivante. Dans les Alpes de Haute-Provence. Non, en Valais d'abord, dans les Alpes de Haute-Provence, etc. Puis ma foi, on ne s'est plus quitté, quoi. Eh bien, écoutez, c'est merveilleux. Nous sommes également en ligne avec Caroline Calendula, qui a un beau nom de famille. Bonjour, Caroline. Bonjour. Alors, c'est pas tout à fait mon nom de famille. On imagine bien. Et Calendula. Mais c'est pas possible, le beau Calendula. Vous qui êtes alors formé au collège pratique d'ethnobotanique de François Coupland, vous êtes ethnobotaniste. Auteure, conférencière, formatrice, vous avez écrit plusieurs ouvrages d'ailleurs aux éditions Rustica. Qu'est-ce que c'est ethnobotaniste? On apprend beaucoup de mots nouveaux aujourd'hui dans Enquête de Sens. C'est quoi ethnobotaniste? Alors, ethnobotaniste, c'est un terme que j'ai utilisé parce qu'il n'y avait pas encore vraiment de nom pour décrire ce que je fais, puisque c'est un peu nouveau quand même tout ça. Ouais. C'est quelqu'un, en tout cas voilà, ce que je fais, c'est d'être spécialiste des plantes sauvages qui poussent chez nous et de leurs utilisations par les humains. Et moi, comme je suis très gourmande, l'utilisation que je préfère, c'est celle en cuisine, c'est celle que j'ai le plus travaillée. Alors, effectivement, là, quand on pense à plantes sauvages, on ne pense pas du tout à gourmandise, François Coupland et Keiko. C'est étonnant, effectivement, peut-être cette tendance, cette mode, on a l'impression que ça commence à un peu à se... Ouais, attends, ça fait quand même 50 ans que j'enseigne c'est l'usage des plantes. J'ai eu parmi mes élèves, il y a déjà quand même plus de 30 ans de ça, 40 même, un charmant monsieur avec un grand chapeau, plus grand que le mien et noir en plus, qui s'appelle Marc Vera. Ouais. Alors là, on a lancé la mode. Ça fait 40 ans quand même que ça dure. Ouais. Mais il ne faut pas que ça reste une mode. Moi, j'utilise tous les moyens possibles et imaginables pour faire passer le message. Hein. Le message, c'est, attendez... vous êtes entouré d'êtres vivants qui ne sont pas tout à fait comme vous, découvrez-les, parce qu'en plus, ces êtres vivants, ils peuvent vous donner la vie. Alors, par exemple, Keiko et François Coupland, et puis Caroline également peut peut-être nous répondre. Je ne sais pas si vous êtes parisienne, Caroline, à l'origine, mais en tout cas, à Paris, c'est vrai qu'on est entouré, vous avez raison, François Coupland, de plantes sauvages, Keiko. Il y a des choses qui se mangent dans toutes ces herbes et ces plantes, ou pas? Oui, on trouve les plantes. C'est vrai. Oui. Oui. Alors, allez-y, ça nous fait rêver. Alors, en fait, oui, de temps en temps, je donne le cours de cuisine japonaise à Paris. Ouais. Et là, je fais souvent au bois de Vincennes et puis je cueille, quelques plantes pour mettre dans mes plats à la japonaise. Ouais. Comme plantain. Le plantain, j'allais vous en parler. Le plantain, alors. Il se cuisine de différentes façons, le plantain. Au Japon, oui. Bon, ici, en fait, oui. Obako au Japon. Oui, obako, oui. Mais bon, ici, on utilise, on fait souvent comme le pesto de plantain. Ça, c'est très simple. Le pesto de plantain, magnifique. Bon, oui, ouais, simple et très bon, oui. On peut faire des salades de plantain? On peut, oui, quand on coupe assez fin. Oui, ça, c'est bien aussi. Caroline, vous avez un avis sur la question du plantain? Alors le plantain, ouais, ça c'est super bon. Moi, j'habite pas en ville, j'ai toujours habité à la campagne. Ouais. Et même à la campagne, on pourrait se dire les gens sont peut-être plus conscients, etc. Il n'y a rien qu'à voir ce qui se passe dans les potagers où on désherbe à tour de bras des tas de choses comestibles pour avoir un potager entre guillemets très propre. Ouais. Voilà, donc évidemment il y a le plantain, il y a quoi d'autre? Il y a la stellaire, le kénopode, l'amarante, tout ça c'est des plantes qui poussent facilement au milieu des plantes qu'on a semées au potager et qui sont désherbées et c'est vraiment dommage, elles sont délicieuses, elles sont pleines de nutriments, c'est la plupart d'entre elles, pour commencer de façon un peu générale, avant d'entrer un peu dans le détail de vos petits secrets les uns les autres, quelles sont les plantes qu'on trouve un petit peu partout, qui sont un petit peu qu'on retrouve un peu partout en France? Donc le plantain, on en trouve partout sur le bord des routes, si je ne me trompe pas. Sur le bord, oui. Alors, soyons précis, parce que moi j'aime bien être précis. Allons-y, François Coupland. Caroline, d'ailleurs, a suivi mes cours pendant 3 ans au Collège pratique d'ethnobotanique. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement précis également, et c'est juste indispensable. D'accord. Pour commencer, plantain, il y a une quinzaine de plantains, d'espèces de plantains en France. Il y a une quinzaine de plantains en dont France 3, en Europe, dont 3, en tout cas, qui sont comestibles, courantes, communes, et je pense que...
qui peut être substituée l'une à l'autre, hein, c'est pas un problème en soi, mais la précision, c'est indispensable. Il ne faut pas faire c'est compliqué. Comment faire quand on ne sait pas trop? Il faut faire un stage chez vous, mais quand on ne fait pas de stage chez vous, c'est pas évident. François Coupland si, ça va être très évident maintenant. Dans quelques jours, je lance une formation en ligne qui sera complétée par du travail de terrain avec mes anciens élèves. Donc il y aura du monde dans toute la France. Pour France, Suisse, Belgique, on se comprend, la francophonie européenne déjà, hein, c'est pas mal, n'oublions pas. Nos éditeurs nous entendent en plus, vous avez de la chance en Belgique et au Luxembourg. Mais oui, nous on habite en Suisse en plus. Mais bon, donc on va donner aux gens qui en ont envie les moyens de découvrir ce qui existe autour de nous, de prendre conscience que ce ne sont pas juste des plantes, des trucs qui nous embêtent et des trucs à détruire. Les fameuses mauvaises herbes, en fait. Les fameuses mauvaises herbes, exactement. Donc on a retrouvé, là, comme vous disiez au départ, Ralph Emerson qui disait « on ne connaît pas encore les vertus ». Si, on les connaît bien. Maintenant, il faut changer un processus qui date quand même de 12 000 ans. À savoir celui de l'agriculture, qui était en gros la mainmise de l'homme sur les processus naturels. Donc c'est une mentalité qu'il faut changer. Et nous, on s'y emploie simplement. On s'y emploie, déjà, comme Caroline l'a dit, fort bien d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas la seule à être gourmande. On est tous gourmands, on a envie de découvrir de nouvelles façons de se faire plaisir, on va dire aux papilles, de se faire du bien à l'organisme. Elle l'a dit également, c'est bourré de nutriments. Donc ces plantes, on a beaucoup d'arguments. On a beaucoup d'arguments pour. Donc maintenant, vous avez posé la question, comment? Et c'est compliqué, ça vous paraît compliqué? Non. On vous emmène, que ce soit Keiko, que ce soit moi, ou que ce soit d'autres de mes anciens élèves, ou d'autres personnes d'ailleurs, qu'il y en a qui font du bon boulot, vous emmène sur le terrain, vous allez vraiment découvrir un autre monde. Ouais. Voilà. Sauf que nous, on pousse le bouchon plus loin en disant, ce qui nous importe, c'est de savoir qui nous sommes, c'est de savoir comment nous pouvons nous sentir bien en tant qu'individu, dans notre peau, à notre place, et en tant que société. Parce que maintenant, il commence... Moi, ça m'énerve, quoi. J'ai 73 ans quand même, ça fait 12 ans que je me rends compte qu'on vit dans un monde qui marche sur la tête, pour dire les choses comme ça. Il y a une autodestruction latente, ambiante, qui est vraiment embêtante. On a envie de se taper sur les doigts, de se faire du mal. Vous voulez dire quoi par là? Parce qu'on se nourrit mal, etc. C'est ça que vous voulez dire? On vit mal, c'est pas seulement la nourriture, on pense mal. On pense mal. Qu'est-ce qu'il faut faire en 2 mots? C'est quoi votre vision des choses? Très simple. S'arrêter, se poser physiquement, concrètement, devant une plante, à côté des plantes, et juste être là. Juste être là. C'est la première des choses, observer. Et observer la plante, ça ne se fait pas seulement avec les yeux, ça se fait en touchant la plante, ça se fait en sentant la plante, ça se fait en prenant conscience qu'on est vraiment devant un autre être vivant qui vit dans une autre réalité qu'elle peut nous faire partager. Et ça peut nous rendre, si ce n'est meilleur, en tout cas de meilleure humeur, en meilleur état. Oui, on peut dire ça. Général, on peut dire ça. Et prendre du recul par rapport à qui nous sommes et à ce qui se passe dans le monde et à notre possible action en tant qu'individu sur le monde. C'est un joli plan, ça marche. Ouais. Ça marche. Caroline, vous partagez, j'imagine, vous avez été formée à Bonne École chez François Coupland. Vous conseillez également pour commencer à nos éditeurs, avant de cueillir un peu tout et n'importe quoi en étant complètement emballé après l'émission, dans un premier temps, on s'arrête, on regarde une plante, des herbes folles. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus dans nos capitales, à Paris, dans les villes qui entourent les petites villes qui entourent les grandes villes, etc. etc. Bref. Les plantes, on en a tous maintenant, ou presque tous, autour de nous. Donc c'est bien ce conseil-là pour commencer? Alors là, je ne peux être plus d'accord avec ça. Je donne aussi des stages et sur mon stage de 4 jours, tous les stagiaires commencent par passer 1 heure chacun avec une plante. 1 heure chacun avec une plante. Ah ouais, au début ils disent non mais c'est pas possible quoi. On va s'ennuyer. Voilà, et donc ils doivent... faire connaissance, la toucher, la sentir, la regarder et ils vont en parler aux autres après. Regarder qui pousse à côté, où est-ce qu'elle pousse, qu'est-ce qu'ils ressentent en leur présence. Et bien très souvent, quand je vais les chercher à la fin de l'heure, ils me disent « mais déjà, c'est pas possible !» Et alors, tout au long du stage, ça devient évident qu'ils ont noué un lien incroyable avec cette plante qui souvent n'a pas été le fruit du hasard. Pourtant, ils tirent des numéros. Hein. Voilà. Mais comme par hasard, c'est une plante qui leur parle beaucoup, qui a plein de choses à leur dire.
Et là, le regard commence à changer. Et là, on passe sur autre chose et on peut réellement se mettre entre guillemets à travailler parce qu'on est dans une autre dimension. Ouais, c'est amusant parce que là, les auditeurs pensent peut-être qu'on s'égare comme d'habitude avec Montesquieu, on s'égare beaucoup, mais dans nos assiettes, ça commence par le regard. Une assiette qui est au Japon, on sait, moi qui aime énormément la cuisine japonaise, alors je vais pas tous les jours dans des grands restaurants gastronomiques japonais, j'aimerais bien, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le visuel est extrêmement important, n'est-ce pas, hein? Oui, c'est vraiment, ça c'est important, surtout si ça présente souvent la saison. Donc, on utilise beaucoup d'ingrédients qui viennent de la saison. Ça, c'est très important au Japon. Oui, c'est respecté. Ça, oui, très, très respecté. Et puis, voilà, c'est pas seulement les ingrédients, mais l'aspect qui présente la saison, ça fait plaisir. Et donc, les plantes qui en font partie. Voilà. Eh bien, je vous propose de nous séparer quelques instants. Je ne sais pas s'il était fou de nature, ce Goldberg, mais en tout cas, ces extraits de Variation BW 988, si vous le permettez, de Bach, évidemment, de Jean-Sébastien Bach. Nous écoutons tout de suite et nous nous retrouvons dans quelques instants. Voilà pour ces extraits de Variation BWV 988, Variation 26A pour 2 claviers de Jean-Sébastien Bach. À l'heure où nous parlons des plantes sauvages, et si on en mettait un peu plus dans nos assiettes, on en mettait tout court. On en parle avec mes 3 invités spécialistes. François Couplan, qui a écrit Plantes sauvages comestibles, tous les secrets d'un cueilleur de plantes chez Larousse, Keiko Imamura, qui l'accompagne, qui est grand chef cuisinier japonais et qui est passionné par la nature également et les plantes sauvages et qui les travaille tous les jours en cuisine. Caroline est également avec nous, Caroline Caligula, formée chez François Couplan, qui était ethnobotaniste, auteure conférencière, qui a écrit beaucoup de livres sur la question également. Tous les 3 passionnés par ces plantes qui nous entourent, mais c'est vrai qu'on en parlait, les enfants peut-être ne sont pas éduqués à la même chose, à la même sauce, si je puis dire, au Japon et en France. Souvent, on dit que en France, les bébés, les petits-enfants ne sont pas attirés par le vert et c'est pour cela qu'il faut les inciter, les éduquer à manger des brocolis, enfin des choses vertes, quoi. De la des brocolis, oui, non, bien sûr. Les brocolis et les épinards. C'est normal, Mais oui, et Kiko, au Japon, c'est pas pareil. Ça demande moins d'efforts d'initier, on a l'impression. Je sais pas. Traditionnellement, non. Je pense qu'il y a beaucoup de verre. Oui, beaucoup de verre. C'est un peu normal, oui. Même les légumes, on mange beaucoup de feuilles vertes aussi. Donc, c'est un peu normal. Le chou, il y a beaucoup de choses vertes finalement dans vos... Oui. Après, qu'on ne trouve pas ici, un peu comme les sortes de l'épinard, mais c'est pas le même. Des grandes feuilles comme ça, je sais pas trop ce que c'est quand on voit vos légumes. Maintenant, entre Mizuna et Wasabina et comme ça en France, vient du Japon, mais en fait il y en a beaucoup selon la saison aussi. Il y a une sorte de colza, qu'on mange en hiver. Il y a des fleurs aussi. Fleurs vertes. Pour ça, Couplan pour ou contre les fleurs. Et puis, attendez, non mais quand même restons un peu au Japon avec les sansai. Les sansai, ce qui est important et ce qui m'intéresse et ce qui nous a précipité dans les bras l'un de l'autre, ce sont les sansai. Sansai, ça veut dire légumes de montagne. D'accord. Voilà, littéralement. Et ce sont les plantes sauvages. Toutes les plantes sauvages que les Japonais mettent traditionnellement dans la cuisine. Le 7 janvier, par exemple, il y a la fête de Nanakusagayu, la fête des 7 herbes. Keiko peut en parler mieux que moi. Ouais. C'est la bouillie de riz avec cette plante. Une bouillie de riz, vous avez dit? Bouillie de riz. Bouillie de riz, pardonnez-moi. Non. Bouillie de riz. Avec cette plante sauvage. D'accord. Oui. Donc, voilà. Mais c'est une fête nationale, comme le 14 juillet. C'est incroyable. Donc, on peut les cueillir, mais maintenant, pour les gens qui habitent en ville, on peut même acheter cette plante au supermarché pour faire le kit Nanakusagayu à la fête de chez soi. Merveilleux, François Couplan. Il faudrait que vous lanciez ça en France. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais dans mon travail. J'espère bien qu'un jour. Puis je tiens pas à être le seul. Puis il faut quand même que je passe le relais aussi. Il faut quand même qu'il y ait des idées qui se mettent en place. Autrefois, François Couplan, c'était à l'époque de nos rois qui commençaient à s'intéresser à la gastronomie. On pense peut-être à Louis XIV notamment. Est-ce que autrefois, jadis, est-ce que les plantes sauvages étaient davantage connues? Mais non. C'était vraiment pas le cas en France. Alors. Avant l'agriculture, il y a 12 000 ans, on consommait évidemment, dans le domaine des plantes, du domaine du végétal, que des plantes. Okay. Ensuite, l'agriculture est arrivée, la variété de notre consommation de végétaux a diminué drastiquement au point que, avec le néolithique, on constate des carences graves
qui se repèrent sur les squelettes, puisque ce sont les retrouvé. Archéologues qui retrouvent ça, donc ça veut dire que c'était vraiment des carences graves, des choses problématiques. Alors que les chasseurs-cueilleurs, à chaque fois qu'il y a des comparaisons, eux gardaient un état de santé bien supérieur. Ok, ça c'est une chose. Mais la grosse dichotomie qui s'est produite, c'est au Moyen-Âge, quand les nobles, les gens qui avaient le pouvoir, ont décidé de se différencier de façon extrêmement visible de la masse de la population. Ça s'est fait en vivant dans des châteaux, en parlant la langue de cour plutôt que des patois, en s'habillant avec des habits qui montraient bien qu'ils ne travaillaient pas, teints de couleurs vives que ne pouvaient pas se payer les manants. Et dans le domaine de l'agriculture, c'est la viande, prééminence de l'animal sur le végétal, chose qu'on a gardée jusqu'à nos jours, et prééminence du cultivé sur le sauvage, parce que manger ce qui avait été transformé par le génie humain, c'était quelque chose qui était favorisable. Pardon. Prestigieux, en fait. Prestigieux, exactement, symbole de statut. Manger des haricots verts qui venaient d'Amérique, qui ne pouvaient pas pousser spontanément, mais qui devaient être cultivés par un jardinier spécialisé, ça faisait vachement plus classe, ça montrait qu'on était un honnête homme, qu'on était quelqu'un de bien. Manger de la soupe d'ortie, ça voulait dire, je suis un pauvre, je suis un rustre, je suis un manant, je ne peux faire autrement que d'accepter les cadeaux de la nature, parce que c'est gratuit et donc c'est des valeurs. Donc là, c'est comme aujourd'hui, avec vous, on revient en arrière. Finalement. Non, on va en avant. Non, on va beaucoup plus loin en avant, mais on ne peut pas construire le futur sans comprendre le passé. Or, c'est bien ce qui se passe à l'heure actuelle. Et l'un des gros problèmes que je vois, c'est qu'il y a plein de gens de bonne volonté, plein de gens qui ont des super idées, qui font de la permaculture, des machins comme ça, sauf qu'ils restent toujours dans le néolithique. Ils ne remontent pas suffisamment loin, ils ne remontent pas à cette époque, effectivement, où il y avait une relation équilibrée entre l'homme et ce qui l'entoure. Et donc, pour moi, on tourne en rond, on continue à tourner en rond. Il faut vraiment aller plus loin dans le passé pour pouvoir aller dans le futur, avancer dans le futur d'une façon stable, d'une façon solide, d'une façon durable, on dit maintenant. Caroline Calendula, moi j'y connais rien, voilà, je suis dans ma ville. La première étape, c'est quoi avant de faire un stage? Évidemment, tout le monde en rêve, et moi la première chez François Couplan ou chez vous, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire finalement, c'est quoi? Alors, regarder une plante pendant 1 heure, ça j'ai bien compris. Je promets que je vais le faire cet après-midi avec ma fille dès que je la retrouverai ce soir, ou demain, ce week-end, ou je ne sais pas quand. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire pour commencer à s'intéresser à l'ajout de plantes sauvages dans nos assiettes. La première plante qu'on peut commencer à cuisiner, parce que c'est la plante c'est très facile de la reconnaître, il suffit de la toucher pour être sûr de la plante dont il s'agit, c'est l'ortie. L'ortie, on ne peut pas se tromper. Absolument. C'est la seule plante urticante de notre flore. Enfin, il y a plusieurs orties, ma chère Caroline, quand même, soyons précis. Oui, mais bon. Soyons précis. Les orties. Les orties, elles marchent toutes. Elles marchent toutes dans la soupe. Notamment, et pas que. Pas que la soupe. Oui. Non, alors dites-nous, qu'est-ce qu'on fait avec une ortie à part les tisanes et les soupes? Alors l'ortie, c'est juste une plante formidable parce que déjà sur le plan culinaire, elle a d'autres aspects formidables, mais on peut la consommer crue, cuite, salée, sucrée, déshydratée. Voilà, on peut... Soufflé d'ortie, Caroline. Fais-leur du soufflé. Soufflé d'ortie. Fais du soufflé d'ortie à Marie-Ange parce que c'est... j'en rêve, j'ai faim, vous pouvez pas savoir. Voilà. Du soufflé d'ortie, ça se fait. Mais comment? En 2 mots. L'ortie jeune, elle a un goût proche du champignon et plus elle vieillit, plus ça va se rapprocher du poisson. C'est vrai. D'accord. La brandade d'ortie. Ça, c'est bien la brandade d'ortie. Super. Des petits. On peut donner une recette rapide? Oui, une recette rapide. Moi, je veux bien des recettes maintenant. Vous nous donnez l'eau à la bouche. Allons-y en cuisine. On fait la brandade d'ortie? Brandade d'ortie. Recette de points. Alors, oignon, ortie. On fait tomber à la poêle. Ouais. À côté de ça, on fait cuire des lentilles. Lentilles corail ou lentilles vertes. Bien purées. D'accord. Ok. On mélange le tout. On ajoute de l'ail cru, un peu de sel. Rectifie un peu et on monte ça à l'huile d'olive avec un mixeur plongeur pour bien donner toute l'onctuosité. Nickel. Et c'est la saison maintenant, on va faire ça. Nous on donne un week-end, un stage ce week-end, on va faire de la brandade d'ortie, c'est sûr. Et puis c'est pas trop compliqué. Et des glands, tiens. Non, c'est pas compliqué à faire. Ça a pas l'air trop compliqué à faire. Non. C'est pour mon niveau. Toutes nos recettes, elles sont super simples.
Même le soufflé d'ortie, c'est pas difficile à faire. Hein. Soufflé d'ortie, donc on met en gros, on met une béchamel. Une béchamel. Okay, une bonne béchamel. De l'ortie qu'on a fait cuire à l'anglaise. Pour garder à l'anglaise, ça veut dire à la vapeur? Ça veut dire quoi l'anglaise? Non, ça veut dire grand volume d'eau salée et ensuite débarrasser dans un grand volume d'eau glacée pour garder la couleur verte. D'accord. On mélange ça, on met au four. Il faut juste que les invités soient pas en retard, comme dans tout soufflé. Et oui. Et on déguste avec un petit blanc un peu qui tient la route. Ouais. Parce que les plantes sauvages, pour les accommoder avec le vin, pour faire le wine pairing with the wild plants, il faut quand même s'y connaître. Il faut choisir des vins qui sont bien. Moi, j'aime bien les vins oxydés, par exemple. D'accord. Voilà. Mais un bon chenin de la vallée de la Loire, là, qu'on a bu hier en Amboise, c'est bien. Ça va bien avec aussi. D'accord. Ouais. Et on a l'impression qu'on peut substituer en fait les protéines animales. J'ai l'impression parce que vous parlez d'une brandade d'ortie tout à l'heure, c'est un hasard ou pas? Hasard, non, c'est parce que comme l'a fort bien dit Caroline, les orties un peu âgées, comme c'est le cas maintenant, se rapprochent du poisson. Avoir un goût de poisson bien marqué. Donc j'ai c'est pour ça. Mais vous n'êtes pas contre le fait de manger de la viande ou du poisson? Chacun fait ce qu'il veut quand même. Non, mais je sais pas, moi l'autre jour j'ai mangé un cassoulet comme à Castelnaudary. Magnifique. J'ai un peu plus de mal à dormir que si j'avais mangé mon soufflé d'ortie, c'est sûr, surtout que je l'ai arrosé. Mais why not, quoi. Ouais. Keiko, il y a quelque chose de facile. Ah pardon, Caroline, allez-y, reprenez donc la parole. Oui, je voulais juste rebondir sur l'histoire des protéines. Oui. Il y a un peu cette idée fausse qui circule que des protéines complètes, on n'en trouve pas dans les végétaux. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. Et on le sait depuis le XXe siècle, où le professeur Coste a fait des études, il était à l'INRA, il voulait nourrir du bétail et en faisant ses études, il a trouvé que dans la luzerne, il y avait des protéines complètes, c'est-à-dire qui ont les 8 acides aminés indispensables dont on a besoin pour assimiler une protéine. Et de là, on s'est rendu compte que en fait, toutes les feuilles contiennent des protéines foliaires. Et si on revient sur les orties, Urtica dioica, l'ortie dioïque, c'est 40% du pois sec, c'est plus que le soja. Donc voilà, on peut manger des protéines en mangeant des plantes. On n'est pas obligé de ne prendre ces protéines que dans les plantes, mais il y en a dans les plantes en quantité. Et d'ailleurs, vous avez d'autant plus raison que vous parliez des chasseurs-cueilleurs tout à l'heure, François Couplon. D'ailleurs, on chassait et on trouvait ce qu'on chassait, c'est-à-dire pas tout le temps. C'était pas comme aujourd'hui où on nous dit il faut manger, je sais pas quoi, la viande, du poisson tous les jours. Non, la preuve c'est qu'avant, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, vous avez raison. Ça ne regarde pas aujourd'hui. Alors attends, une chose, chacun fait ce qu'il veut, mais ce qui est important, c'est de comprendre, de savoir, de connaître. Et ça, c'est vrai que ces connaissances, elles sont pas tellement diffusées. Ouais. C'est ça notre job. On est parti, moi je suis parti de rien, de vivre dans les bois aux États-Unis en me nourrissant de ce que je ramassais, pour ensuite étudier la chose de près. C'est comme ça que ça a commencé chez vous? Pour moi, ça a commencé avant encore, parce que là j'avais 20 ans quand je suis parti vivre dans les bois, mais ça a commencé quand j'étais tout petit avec ma maman, on ramassait des myrtilles, des fraises des bois, des champignons, des trucs normaux. Mais moi, ça m'a vraiment marqué, et à partir du moment où, donc quand j'avais 12 ans, je me suis rendu compte que ce qu'on me racontait, c'était pas juste, que la société dans laquelle je vivais était pas cohérente du tout, et elle l'est encore moins qu'elle ne l'était dans les années 60. Honnêtement, elle l'est encore moins maintenant. Donc il y a vraiment du travail et je me suis mis à l'œuvre, et pour ça il a fallu que je fasse ma retraite dans le désert, si l'on peut dire, sauf que c'était pas du tout un désert, c'était les bois américains et sud français aussi d'ailleurs, mais entouré de plantes, où j'ai développé ma relation avec les plantes à tout point de vue, mais également d'un point de vue, comment je peux dire, nourricier. Ça m'a bien sûr, ça m'a aidé, mais aussi d'un point de vue intellectuel. On a besoin de comprendre ce qui se passe dans le monde, ce que nous faisons et comment nous le faisons. Keiko, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cuisinez avec nos plantes françaises, bien françaises au fond? Quelle est la chose, une petite recette ou deux un peu simple à réaliser avec tout votre savoir-faire évidemment? Alors, oui, c'est ce que j'utilise très souvent, ça s'appelle Legopod. Legopod. Oui, là, il y a une plante qui ressemble bien au Japon, ça s'appelle Mitsuba. Ça sent et puis ça donne le goût un petit peu comme le céleri. D'accord. Et la carotte, comme ça, donc c'est très parfumé. Donc on peut utiliser cru et cuit. Mais ça, ça se trouve où? Ça se cueille où?
Alors, on trouve un peu partout. Souvent, c'est sur les bois, donc sur le bois, donc un petit peu l'endroit un peu dans l'ombre, et même dans le jardin. Dans les sous-bois ou oui, le parfois jardin. ça envahit, oui, c'est une plante envahissante Là aussi, ça oui. invasif. Donc voilà, oui, donc Tant mieux, oui, qu'on en trouve alors. Oui, c'est facile à trouver une fois qu'on connaît, et on voit partout. Les Voilà. GoPad, Tu fais facilement du shirai. Voilà, c'est ce que je pensais. Un shirai, c'est quoi? Alors, c'est un plat japonais assez simple. En fait, le shirai, ça veut dire le blanc. Donc, c'est préparé avec le tofu. Donc, c'est blanc. Le tofu. Voilà. Donc, préparer une sauce avec le tofu soyeux ou nature, bien mixé avec un peu de miso et la purée de sésame, un peu pour bien assaisonner. À part, on fait cuire les gopodes ou les carottes en julienne et puis on mélange tout à la fin. Ça s'appelle shirai. D'accord. C'est très bon. C'est vrai que ça a l'air simple à faire. Mais... les gopodes se cueillent où? Vous avez dit un peu partout, ça veut dire quoi? Lisière des bois. Mais partout en France? Ça ressemble à quoi exactement? Ça ressemble à quoi les gopodes là comme ça? J'aime votre expression découragée. Non, c'est très très facile à reconnaître. Autant le plantain ça va, mais les gopodes j'ai pas. Les feuilles sortent directement du sol. Ouais, d'accord. Elles sont découpées en 3 folioles qui sont elles-mêmes découpées en 3 ou en 2. Donc, il y a une structure un peu fractale, très facile à se mettre dans l'œil, si j'ose dire. Ouais. Et le pétiole, donc la base de la feuille, qu'on pourrait appeler la tige, sauf que c'est pas une tige, c'est un pétiole, c'est pas grave, a une section triangulaire et il suffit de le toucher, on le sent entre les doigts. Donc, on voit quelque chose qui ressemble, on touche. Ah, ça y est, c'est de l'égopode. On goûte. Carottes, céleri, comme l'a dit fort justement Keiko. Et après, on est parti. Gratin d'égopode. Ça, c'est bon aussi. Ça, c'est bon. Ça. Miam, miam, miam. Eh bien, écoutez, suite de cette préparation à base de plantes sauvages dans quelques instants, juste après avoir entendu ce petit passage signé Trio, Sème tout simplement. À tout de suite. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Voilà, joli hommage à votre rencontre finalement, puisque vous vous êtes rencontrés dans un peu néolithique quand même, parce que ce que l'on sème, la nature sème toute seule elle-même, en fait, toute seule, exactement. C'est assez époustouflant. Oui. Et notre gros problème, c'est de vouloir être les seuls à semer, quoi. De vouloir être les seuls à avoir le droit de vivre sur Terre. C'est quand même complètement aberrant. Je veux dire, on nous a jamais donné. Et puis ça nous rend malheureux en plus de cela. Et si on mettait le pape François, il le dit. Et si on mettait des plantes sauvages dans nos assiettes, François Couplan, père François Couplan, plantes sauvages comestibles. Keiko Imamura, Caroline Calendula. Oui, vous disiez quoi, François Couplan? Je vais quand même dire un truc, Saint François. Ma mère m'a nommé d'après Saint François d'Assise. Ah, c'est pas vrai. De façon complètement consciente, évolue. Ah oui, absolument. Elle admirait Saint François d'Assise et elle m'a transmis cette... L'amoureux, par excellence de la nature, au fond. Il a fait des trucs assez extraordinaires dans toute l'histoire, quand même. Ouais. Et donc, il m'a inspiré, il m'inspire toujours. Il vous suit. D'ailleurs, le 4 octobre, on est venu à Paris le 4 octobre, justement. Ouais. Jour de fête de Saint François d'Assise. Voilà. Effectivement, nous parlions des vertus de toutes ces plantes. Effectivement, c'est pour ceux qui nous rejoignent. Je les invite à réécouter évidemment le début de cette émission. On prend des risques. On en prend jusqu'à quel point Caroline, François, Keiko, qui veut répondre? Caroline, est-ce que c'est dangereux? Alors, c'est dangereux si on fait n'importe quoi. C'est-à-dire? Et voilà le problème. C'est-à-dire qu'on ne va pas cueillir en se disant... Tiens, j'ai vu cette plante sur une vidéo, ça a l'air d'être ça, ou machin, cueillez ça, ça ressemble, je vais cueillir. Ouais. Ça, c'est n'importe quoi. On cueille alors on se forme, sérieusement. Ouais. Donc je rejoins tout à fait François là-dessus. Et on apprend à identifier une plante. Une plante, ça s'identifie avec des critères précis. Il va y avoir la vue qui va intervenir, il va y avoir le toucher, il va y avoir l'odorat. Et avant de cueillir une plante, on vérifie que ces critères sont bien présents. S'ils ne sont pas présents, ce n'est pas la bonne plante. Et au moindre doute, on ne cueille pas. Parce que des plantes toxiques, finalement, il y en a beaucoup moins que les plantes comestibles. D'accord. Fort heureusement, spontanément. Par contre, il suffit d'une mauvaise expérience
que ce soit la dernière, quoi. Donc, on fait attention à ce qu'on fait, on cueille en conscience. Merci pour l'avertissement, Caroline. Moi, j'avais une question idiote que j'aurais pu poser au début, mais vous savez, autour des mauvaises herbes, très souvent, on a l'impression qu'il y a toujours la même qui pousse dans, je sais pas, les jardins. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison, François Coupland et Keiko? Vous voyez ce que je veux dire? Non, on a un pas bien gazon, compris, on a une non. espèce de pelouse, et puis tout à coup, on a toujours les mêmes, soi-disant, mauvaises herbes qui poussent, des espèces de oui, mais ça, feuilles. c'est normal, ma chère. Mais ça se mange, ce truc, ou pas? Attends, non, mais il faut bien comprendre que dans un environnement donné, dans un climat donné, il est logique de retrouver les mêmes espèces. D'accord. Ok. Dans une pelouse, un gazon qui a Oui. été tondu, on va par exemple facilement trouver au milieu des graminées gentiment plantées, on va facilement trouver de la porcelle par exemple. La porcelle, ça ressemble à un pissenlit, surtout qu'en plus, elle étale ses sols sur le sol, elle étale ses feuilles sur le sol complètement en rosette comme ça. Elle passe en dessous de la tondeuse. Nickel. Elle sait. C'est celle-là, je vois de quoi vous parlez. C'est pas qu'elle a inventé ça, c'est simplement qu'elle est adaptée. C'est simplement qu'elle est adaptée à la tondeuse, donc elle pousse, elle repousse, et c'est génial parce qu'elle est absolument délicieuse. Alors la porcelle, la porcelle enracinée, il y a plusieurs espèces de porcelle. Hein. Toujours deux noms quand on parle d'une plante. C'est pour ça que tout à l'heure je disais l'ortie, on ne peut pas parler de l'ortie, mais l'ortie dioïque, la grande ortie, on ne peut pas parler du plantain, le grand plantain, le plantain moyen. Il faut 25 000 émissions, mais ça fait rien, oui. Il faudrait 25 000 émissions finalement pour toutes les dissocier. Oui, on pourrait envisager. Moi, je veux bien, je sais où c'est maintenant. On ne se perdra pas. Mais la porcelle, d'accord. Voilà, la porcelle enracinée, on va dire. Voilà, la porcelle, délicieux. C'est une cousine du pissenlit, ça ressemble beaucoup, mais c'est un petit peu poilu. C'est délicieux. C'est vraiment très bon. C'est croquant, c'est pas amer du tout. Ça se mange cru en salade, ça se mange cuit à la poêle, traditionnel dans beaucoup de campagnes françaises. Et c'était traditionnel. Voilà. Maintenant, évidemment, comme disait Caroline tout à l'heure, à la campagne, on ne connaît plus trop grand-chose. Mais toujours est-il que cette porcelle, en plus, elle a un gros avantage, c'est qu'elle tient tout l'hiver. Moins 10 de gel, ça lui fait rien du tout. Donc on en a toute l'année. C'est vraiment chouette. Et même quand elle monte, d'ailleurs, on peut toujours ramasser sa rosette. Non, c'est une plante super chouette et vraiment à tort méconnue. Oui, j'ai bien fait de vous poser la question naïve des mauvaises herbes dans la bonne petite pelouse, bien tendue. C'est pas naïf, il faut juste préciser les choses. Caroline, il y a d'autres plantes un petit peu comme ça qu'on retrouve un peu partout, qui sont facilement identifiables tout de même s'il faut, et vous avez raison de le dire, après de l'avoir précisé, qu'il faut se renseigner un petit peu plus que ça avant de faire n'importe quoi. Mais d'autres petites mauvaises herbes auxquelles on n'aurait pas encore pensé là en se parlant tous les quatre. Alors, je ne sais pas si on veut parler de mauvaises herbes, mais comme ça, spontanément, je pense à l'églantier qui pousse, qui va pousser dans ce qu'on appelle les friches. Alors, les friches, c'est mal vu, c'est sale, on veut s'en débarrasser, ça a plein de piquants, voilà. Sauf que les friches, c'est fantastique en fait. C'est un refuge de biodiversité. Déjà, c'est une forêt en devenir. Et c'est très souvent plein de plantes comestibles, dont les fameux églantiers qui aiment beaucoup le soleil et qui s'y plaisent. Et ces églantiers, donc, ils donnent des cynorrhodons. C'est une de mes plantes préférées parce que le cynorrhodon, ça va être là justement pendant tout l'hiver. Le moment où on s'imagine qu'il y a moins de choses à manger. Alors, il y en a moins, mais il y en a encore beaucoup. Il y a beaucoup d'imagination derrière. Et c'est un fruit qui est super riche en vitamine C. Dans un cynorrhodon, il y a autant de vitamine C que dans une orange. Waouh! Ouais. Donc, on s'imagine, on mange 5 cynorrhodons tous les matins. C'est bon, là, on a la forme, c'est garanti. Quand on la fait cuire, ça va garder une grande partie de sa vitamine C. Il y a des études turques qui ont montré qu'après 80 minutes d'ébullition, il restait 85% de la vitamine C du cynorrhodon. On parle de l'ébullition parce que souvent on la fait en confiture, mais franchement, c'est loin d'être la seule manière d'utiliser le cynorrhodon. Il s'utilise en salé, en sucré, en cru, en cuit. On peut faire de la soupe de cynorrhodon. On peut faire des succès d'années de sauce tomate. Et comme je vois, comme c'est difficile de cultiver des tomates, une fois c'est mildiou, une fois il pleut trop, il fait pas assez de soleil. Mais pourquoi s'embêter alors que quand on trouve des colonies de cynorrhodon, c'est juste incroyable. Et sa sauce tomate, on l'a toute faite.
Voilà, ça c'est une des plantes par exemple. Merci et alors cerise sur le gâteau, c'est que si on a des rosiers dans le jardin et qu'on les a pas traités bien sûr, et bien on peut faire la même chose avec les fruits des rosiers. Avec les feuilles de rosier? Ouais, c'est-à-dire alors entendons-nous, hein. Églantier, cynorhodon, c'est le faux fruit de l'églantier. Églantier, c'est rosa sauvage. Et les rosiers, c'est rosa cultivé. Donc on est toujours dans les rosas. Ça donne toujours la même structure reproductrice qui s'appelle un cynorhodon. Et l'autre jour, on se baladait, là, c'était au pied du Molaison, pas loin d'où on habite en Suisse, et on a trouvé des Rosa villosa. Des Rosa villosa, donc c'est une autre espèce d'églantier sauvage. Ils étaient gros, ils faisaient 4 cm de diamètre, les plus gros quand même, tout velus. Mais alors délicieux, on les ouvre, on gratte les petits grains qui sont à l'intérieur, qui sont les véritables fruits, et on mange l'extérieur, la pulpe. Et sur Rosa villosa, là c'était donc en mois d'octobre, délicieux, mais super bon à manger comme ça tel quel. Mais totalement, attends, moi ça fait 3/4 de siècle que j'explore la planète. C'est la première fois que je découvrais ça. Vous êtes encore surpris, François Coupland, par des choses tous les jours. De toute façon, la vie, elle me surprend tous les jours. Hein. Oh, c'est beau ce que mais là, avec le coup des cynorhodon de Rosa villosa, c'était. C'est quoi votre plante chouchou, Keiko, vous l'avez déjà un peu dit au début. C'est quoi vous partagez le même goût pour la. C'est quoi votre plante chouchou? Votre plante préférée en France? En France, parce que comme le plantain et puis les gapotes, c'est vraiment, c'est très classique. Très classique, mais j'adore. Bon, après, il y a plein de... Et puis, comme la salade, la stellaire, là, ça c'est super. Ou les oreilles de cochon, quand on va donner nos stages en Bretagne, les oreilles de cochon. C'est Tripolium pannonicum, un astère sauvage qui pousse vraiment les pieds dans la vase, quoi. Les pieds dans la vase, et qui a des feuilles qui sont assez longues, épaisses, tendres. Dans la vase de cochon. Je vois pas ce que c'est pour ça. Non, j'ai du mal. C'est le terme local, c'est le terme local dans le Morbihan, les oreilles de cochon, c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc en fait, ça ressemble à quoi? C'est des grandes feuilles des oreilles c'est des feuilles, non, c'est des petites oreilles. D'accord. C'est des petites oreilles allongées qui font une quinzaine de centimètres quand même. Et c'est très très bon. Ah, c'est délicieux, c'est déjà un peu salé, comme ça peut se faire les poils. Ah bah oui, c'est ça, juste dans les amis du Morbihan. Ça pousse avec les salicornes. Les salicornes, mais les salicornes, c'est connu. Mais c'est trop connu. C'est à la mode, c'est à la mode. Très à la mode. J'ai bien œuvré, ça fait quand même. C'est vous qui avez bossé? Tiens, tout le monde veut. Ah ouais, je peux dire, j'en ai fait du boulot. J'en ai fait du boulot. Et les salicornes, c'est bien pris. Les marais salons. Je travaillais avec des restaurateurs en baie de Somme. Il y a une 30aine d'années de ça quand même déjà maintenant. Puis maintenant, voilà, c'est bien revenu, quoi. Et vous faites le tour des restaurateurs régulièrement, François Coupland, pour faire la promotion des plantes? Comment ça se passe? Parce que vous parliez de Marc Vera tout à l'heure. Marc, il m'a contacté quand je suis revenu des États-Unis parce que j'avais monté une association. Et puis j'avais publié des bouquins quand même, Régal végétal, Cuisine sauvage, c'est les livres de base. C'est vraiment les livres de base du cueilleur sérieux, quoi. Michel Brasse aussi, il m'avait invité parce qu'il avait travaillé avec mon bouquin. Mais avec Marc, lui, il a voulu qu'on travaille sérieusement, quoi. On a travaillé ensemble pendant une quinzaine d'années. Sur l'accompagnement des viandes, du coup, vous avez travaillé de quelle façon, en 2 mots, avec lui, par exemple? En 2 mots, c'était... on allait ensemble se balader sur le terrain, je lui montrais des plantes, il les sentait, il les tripotait, et puis quand il revenait en cuisine, il préparait des trucs géniaux, parce que franchement, honnêtement, c'est le meilleur, quoi. Pour, comment dire, le respect de la plante, pour la compréhension de la plante. La compréhension de la plante. Arriver à en tirer sa quintessence pour la marier avec des ingrédients classiques, pour faire quelque chose qui soit vraiment intéressant dans la complicité, le respect des qualités intrinsèques de la plante. Je l'ai bien dit, ça. C'est beau, c'est presque poétique ce que vous dites. Mais ça l'est, Merci, Keiko, parce que les plantes, c'est de la poésie à l'état pur. Caroline, votre plante chouchou, vous l'avez dit, c'est ça, c'est le dérivé de la rose, on peut le dire comme ça ou pas? Gratte-cul, on appelle gratte-cul aussi. Il y a plein de plantes que j'adore. Là, je pense spontanément, en entendant François parler de cuisine et tout, je pensais à l'épierre des bois. C'est une plante incroyable, au premier abord, qui ferait pas du tout envie.
Je me rappelle que la première fois que j'ai rencontré, c'était avec François, il nous avait parlé de serpillère des bois. Serpillère des bois. Je ne vois pas du tout que ça ressemble à serpillère des bois. Non, mais c'est pas son nom, c'était un moyen mnémotechnique. Ça sent la serpillière usagée au premier abord. Voilà. D'accord. Au premier abord, jamais on s'imaginerait l'utiliser en cuisine, sauf que si on la frotte, eh bien là, il y a un arôme de champignons, mais vraiment, hein, c'est de cèpe, là c'est le cas de le dire. Ouais, exactement, de champignons, de cèpe, ouais. Et donc là, on peut faire des consommés, on peut faire des soufflés. Mais ça c'est Marc qui me l'a fait découvrir. Hein. Ah ouais, d'accord. Il faut lui reconnaître ça. Je rapportais, on était allé se balader, puis je lui avais rapporté cette plante justement qui sent la serpillière usagée, c'est vrai. Et on était dans sa cuisine et pendant qu'on discutait, il froissait. Tout d'un coup, il m'a dit, ça c'est du cèpe, et il a fait un consommé de cèpe virtuel à partir de ça. Non mais sans blague. Ah ouais, sans blague. Juste, ça ressemble à quoi? Honnêtement. Je suis désolée de vous reposer la question, ça ressemble à quoi pour nos auditeurs? Alors, c'est une plante de la même famille que la menthe, donc ça ressemble un petit peu à une grande menthe qui pousse dans les bois, avec des feuilles larges, très velues, des fleurs de couleur pourpre à 2 lèvres, comme ça. Et c'est très courant au bord des chemins, des laies forestières. Et pratique, tout ça. Il y en a partout, très pratique. J'y ferai attention. Il faut, puisqu'on est dans la forêt, on est en lisière de forêt, il faut absolument... À l'automne en plus, parce que là c'est toute l'année, il faut absolument qu'on parle du clou de girofle sauvage, du clou de girofle des bois, de la benoîte urbaine. Benoîte urbaine, pareil, encore un souvenir avec Marc Vera, parce qu'on s'est bien amusé ensemble. La ferra du lac avec une sauce de benoîte urbaine. C'est tout ce qu'il y a dans l'assiette d'un triple étoilé, il faut que ça tienne, il faut que ce soit bon. Et c'est ça se trouve dans toutes les forêts, parce que vous dites que ça se trouve, où est-ce que ça se trouve du coup le clou de girofle des bois? Je suis sûr que dans le cimetière du Montparnasse. Ah oui, d'accord. Je suis sûr que j'en trouve là. Keiko, vous allez concocter quoi avec tout ça en ce début de ce milieu de l'automne, ce cœur de l'automne? Quoi le plat un petit peu du cœur de l'automne, avec quelle plante sauvage, à base de plantes sauvages? Ah oui, j'ai oublié une plante, ça c'est vraiment très important pour moi, c'est la racine de bardane. Ça s'appelle gobo en japonais. Gobo. Parce qu'on cultive ça, la bardane, pour avoir vraiment la grosse racine pour cuisiner. Et puis là, oui, ça c'est un goût, oui. À côté un peu la terre, mais quand on fait cuire, ça donne le goût un peu plus sucré. Et c'est très très bon. Et puis ça chauffe le corps, donc c'est bien pour l'automne ou en hiver. C'est vraiment une plante à partir de l'automne. Alors on n'a pas parlé des algues, parce que je pensais à ça en vous entendant, mais c'est une autre émission, parce que c'est une plante sauvage l'algue. François Coupland, ou pas? Alors la plupart des algues sont des plantes, pas les algues brunes, ne sont pas des plantes, non, c'est des ovnis, c'est des ovnis. Mais bon, écoutez, pourquoi? Restons sur nos plantes. Alors merci François Coupland, plantes sauvages comestibles. Tout de suite, y référer tous les secrets d'un cueilleur de plantes. Keiko Imamura, merci pour nous avoir fait saliver, ainsi que Caroline Calendula. Merci mesdames et messieurs. Et rejoignez-nous sur notre site www.coupland.com. Vous allez y trouver des tas plein de recettes et des tas. Merci. Bonne soirée à tous.